suis absolument pas chercheuse. Je suis diplômée d'une école de commerce, donc vraiment rien à voir avec la science et la recherche. Mon mari et moi, on a eu un 4e enfant. Et puis, il se trouve que ce 4e enfant est né atteint d'une maladie rare. À partir du moment où mon fils est né, quand j'ai pu prendre connaissance, moi, de tous ces travaux-là, de toutes ces avancées, je me suis dit, il n'y a pas rien. Pour aller voir des investisseurs et des levées de fonds, faut pas être dans le pathos. Quand on est chercheur dans le public, lancer une start-up à partir de ses travaux de recherche a un nom, la Deep Tech. Des femmes et des hommes qui, un jour, ont eu ce déclic et se sont dit « Pourquoi pas moi ?» Mais ils ne l'ont pas fait seuls. Un proche, un professeur, une rencontre parfois, les ont convaincus de se lancer dans l'aventure. Dans cette saison 2 du Déclic Deep Tech, à chaque épisode, un invité vous présente son ou ses personnes déclic. Découvrons-les ensemble. Le Déclic Deep Tech, un podcast signé The Meta News, le journal des chercheurs, en partenariat avec BPI France. Bonjour à tous et bienvenue dans ce dernier épisode, déjà le 10e de la saison 2 du Déclic Deep Tech. Je m'appelle Laurent Simon, ça vous le savez, fondateur de The Meta News. Et vous le savez aussi, je ne suis pas seul aujourd'hui, je suis avec Xenia. Bonjour Xenia. Oui, bonjour Laurent. Bienvenue au Déclic Deep Tech, Xenia. Alors, merci. Je vais crever l'abcès tout de suite. Vous n'êtes pas chercheuse. Et pourtant, vous faites de la Deep Tech. Exactement. Je suis absolument pas chercheuse. Je suis diplômée d'une école de commerce, donc vraiment rien à voir avec la science et la recherche. Et pourtant, effectivement, je travaille en sciences et en recherche médicale. Alors, chez vous, le pourquoi est très important. Vous faites de la Deep Tech. Vous n'êtes pas chercheuse, même si vous avez voulu être chercheuse, m'avez-vous confié. Le pourquoi est important, on va en parler dans un instant, parce que finalement, parmi les invités du Déclic, vous êtes peut-être celle pour laquelle le pourquoi prend autant de place, et on va le découvrir ensemble de quelle manière. Votre société s'appelle Atmos-Air, c'est bien ça ? Oui, c'est ça, Atmos-Air. En 2 mots, on va aller plus loin là-dedans, mais comment êtes-vous arrivé à la Deep Tech, sachant que rien ne vous y prédestinait ? Alors effectivement, moi je suis diplômée d'une école de commerce, donc j'étais plutôt prédestinée à faire de la gestion d'entreprise, ce que j'ai fait pendant 20-25 ans dans différents grands groupes. Et puis en fait, il y a 7 ans, mon mari et moi, on a eu un 4e enfant. Et puis il se trouve que ce 4e enfant est né atteint d'une maladie rare, une maladie très rare puisqu'elle concerne moins de 2000 patients dans le monde, à peu près 130 patients en France. Une maladie qui s'appelle le syndrome d'Ondine. C'est une maladie rare et aussi très grave puisque c'est une maladie où les patients ne respirent pas à certains moments de la journée, notamment la nuit. Ils respirent pas, voire pas du tout, parfois en journée aussi. Donc forcément, ça a été un chamboulement total dans notre vie familiale, dans notre vie professionnelle. Et c'est à la suite de la naissance de cet enfant que j'ai commencé à m'intéresser à la science, à la recherche, au médical, en me disant que je ne pouvais pas simplement accepter sa pathologie, mais qu'il n'y avait pas de fatalité, qu'il fallait qu'on fasse quelque chose. Alors on sent tout le cœur de tous les parents qui se serrent. C'est une maladie rare, vous l'avez dit, orpheline, on dit aussi parfois. 120 patients en France, c'est très peu. Pourquoi vous vous êtes battu contre ça plutôt que finalement d'accepter quelque part votre sort ? Je vais dire votre sort, mais c'est pas. Ouais. Vous avez créé du positif à partir de ça, c'est ça que je veux dire. Oui, alors c'est sûr qu'au démarrage, quand on nous a fait ce diagnostic-là, on a eu la chance d'avoir un diagnostic très rapide, en 2 semaines, ce qui est extrêmement rapide quand on sait qu'il y a des patients qui vivent avec une errance diagnostique de plusieurs années. Donc nous, on a un peu on a quand même la terre autour de nous qui s'est écroulée. Enfin, c'est comme un immeuble qu'on se prend dans la figure. Et il y a quand même une première phase qu'on va appeler une phase de deuil, même si l'enfant n'est pas décédé. Il y a quand même une phase de deuil, le deuil de la vie qu'on aurait souhaité pour lui, le deuil de notre propre vie familiale, de nos aspirations, etc. Donc il y a quand même eu une phase compliquée où on s'est dit voilà, maladie rare. En plus, nous on sortait d'une école de commerce, donc on avait appris un peu de façon simpliste en école de commerce que quand il y a peu de patients ou peu de clients, il y a pas d'argent, il y a pas de budget, donc on n'aurait jamais de traitement. Ouais. Donc on a quand même vécu dans une première phase d'acceptation de la situation qui a été difficile.
Et puis c'est vrai qu'on n'est quand même pas du genre, mon mari et moi, à être résignés et à accepter la fatalité. Moi, il a fallu que j'arrête de travailler pour ramener mon fils à la maison et pour pouvoir m'en occuper. Du coup, il a fallu quand même qu'au-delà de mon fils, je m'occupe aussi intellectuellement et j'ai commencé à regarder ce qui se passait dans les maladies rares, dans la recherche, en particulier sur sa pathologie, le syndrome d'Ondine. Et c'est à partir de là, de fil en aiguille, qu'on a commencé à faire bouger les choses. Votre parcours, Xenia, celui d'une mère, celui d'un parent qui a décidé de combattre la maladie de son fils ou de sa fille, il n'est pas unique. Il y a d'autres cas, me confiez-vous. Effectivement, il y a d'autres cas. Alors après, je pense que toutes les situations sont différentes. Il y a des pathologies pour lesquelles c'est plus compliqué d'aller se battre pour essayer de développer une thérapie. Typiquement, je vais prendre tous ces patients qui sont en errance diagnostique, qui présentent des symptômes, qui évoluent plus ou moins, on ne sait pas dans quel sens. Je pense que déjà quand on n'a pas la définition de la pathologie, quand on ne sait pas mettre un nom derrière et une évolution derrière, c'est très compliqué. Et là, on travaille surtout sur l'optimisation de la prise en charge et une amélioration du quotidien. Nous, on a cette chance, entre guillemets, malgré le fait qu'on soit sur une pathologie très grave et avec un risque vital permanent, on a cette chance que la pathologie a des contours bien définis, ouais. On la connaît très bien, enfin très bien, tout est relatif. Grâce aux travaux de Jeanne Amiel, si je ne me trompe pas. Exactement. En particulier grâce aux travaux de Jeanne Amiel à Necker qui en 2003 a identifié le gène responsable de la pathologie, grâce aux travaux aussi du professeur Jean-François Brunet qui a permis de développer un modèle murin qui nous permet aujourd'hui de tester des molécules. Murin, c'est la souris pour nos auditeurs qui se poseraient la question. C'est la souris. Grâce à d'autres équipes françaises aussi, à la Pitié-Salpêtrière, à Robert Debré, grâce à des équipes italiennes, on a eu des avancées majeures dans les années passées sur la connaissance de la pathologie, sur des observations de patients aussi. Et tout ça a créé un écosystème qui fait qu'à partir du moment où mon fils est né, quand j'ai pu prendre connaissance, moi, de tous ces travaux-là, de toutes ces avancées, je me suis dit, il y a pas rien, c'est pas vrai, c'est pas parce qu'on est sur une maladie rare qu'il ne se passe rien. Il y a des travaux, il y a des pistes, il y a des éléments prometteurs. L'objectif pour moi à un moment donné, ça a été plutôt de les mettre ensemble pour écrire une histoire et faire en sorte que cette histoire, dans quelques années, elle puisse déboucher à un traitement. Donc il y a, pour le dire crûment et de manière un peu cynique, il y a aussi un marché, c'est pas perdu pour autant, même s'il y a que 120 patients en France, 2000 dans le monde. Oui, exactement. Alors, il y a un double marché. Le premier marché, c'est celui des patients atteints du syndrome d'Ondine eux-mêmes, qui est un très petit marché. Mais aujourd'hui, depuis les années 80 aux États-Unis, depuis les années 2000 en Europe, il y a des législations, des réglementations qui permettent de développer un médicament sur des maladies rares avec des fast track, des fast track, des coûts réduits, des aides, etc., des incentives financiers. Donc, ça permet quand même de développer un médicament dans des situations privilégiées et avec des coûts moindres. Ce qui est vrai aussi, c'est que les prix des médicaments sur des maladies rares sont très souvent extrêmement élevés quand on peut prouver que ce médicament rare apporte un réel bénéfice au patient et qu'il est réellement transformatif pour lui. Donc ça, c'est déjà un point important. Et puis, ce qui permet d'avoir un véritable marché, une véritable rentabilité pour des laboratoires pharmaceutiques sur une maladie rare en tant que telle. Et puis après, ce qu'on constate aujourd'hui et ce qui a véritablement le vent en poupe, c'est que les avancées qu'on peut faire sur des pathologies rares et bien caractérisées peuvent permettre d'apporter des inputs et des avancées majeures pour d'autres pathologies avec des mécanismes proches, mais des pathologies plus répandues. Et ça, en général, la pharma, on est extrêmement friande. Comment avez-vous commencé à vous dire que c'était possible dans le milieu associatif? Vous avez rencontré des patients, des parents touchés, et vous avez commencé ensuite à élaborer tout ça? Oui, c'est ça. Alors mon premier contact avec la pathologie, très rapidement, en fait, j'ai pris contact avec l'association de patients. Ça me semblait important. En fait, on avait envie de se projeter. On avait besoin de pouvoir imaginer ce que serait notre vie familiale, la vie de nos aînés et la vie de notre fils malade dans les années à venir. Donc, on a pris contact avec l'association de patients. Il se trouve que le président habitait juste à côté de chez moi, donc ça a été une chance. J'ai pu le rencontrer. Il nous a parlé de la pathologie et puis il nous a vraiment
vraiment invité à rejoindre l'association et à être actif dans l'association. Donc on a rejoint l'association. Avec mon mari, on a très rapidement démarré la collecte de fonds. Oui. On a eu beaucoup de chance parce que on a un réseau de proches, de collègues, d'amis et de familles qui se sont énormément, mais vraiment énormément mobilisés pour nous et qui se sont montrés d'une très grande générosité. Je pense que c'est grâce à ça qu'on a mis le pied à l'étrier. Et comme on a eu des fonds relativement conséquents de quelques centaines de milliers d'euros, ce qui est à la fois pas beaucoup quand on regarde ce qu'il faut pour développer un médicament, mais qui est à la fois quand même énorme. Bah oui, c'est pas beaucoup pour un médicament, mais c'est beaucoup pour une association de patients quand on a 120 patients en France. Et puis on sait qu'avec quelques centaines de milliers d'euros, on peut quand même financer le salaire de plusieurs jeunes chercheurs. Donc notre volonté, c'était vraiment de faire en sorte que cet argent-là serve de façon efficace à la recherche. Et moi, j'ai eu besoin de rencontrer les équipes de recherche pour comprendre ce sur quoi elles travaillaient et comprendre comment leurs travaux pouvaient amener à une solution thérapeutique pour les patients. Faire ce que vous faites, monter un projet, se battre, c'est aussi se confronter à la possibilité que ça marche pas. Vous l'avez compris très tôt, ça ? Je l'ai compris très tôt, je sais pas, mais je l'ai en tout cas compris ces dernières années. Je l'ai compris simplement parce que j'ai lu beaucoup d'histoires d'autres patients, familles de patients. Il y a beaucoup d'histoires comme ça en France, aux États-Unis aussi, de par le monde, de familles de patients qui ont monté des projets. Et puis, il s'est avéré que ces projets qui ont vu le jour avec quelques années de recul n'ont pas toujours servi aux familles qui ont développé les projets, mais parfois aux familles qui ont suivi. J'en suis consciente. Maintenant, on a cette chance-là, c'est que le syndrome d'Ondine n'est pas une maladie dégénérative. Donc, j'espère quand même que mon fils pourra en bénéficier, au moins dans une moindre mesure. Et puis, je dois avouer que je me suis pris au jeu, que j'y trouve un véritable intérêt à la fois, évidemment, humain, personnel, mais aussi professionnel. Je trouve ça totalement passionnant. Oui, parce que c'est votre, je l'ai peu dit jusqu'à présent, mais c'est votre travail à temps plein aujourd'hui, cette start-up Atmos Air. Voilà, aujourd'hui, moi, je travaille à temps plein et je suis loin des 35 heures par semaine. J'en suis plutôt à 60 ou 70 heures par semaine puisque c'est la journée, c'est le soir, c'est le week-end. Enfin, quand on travaille sur un projet comme ça, qui est un projet professionnel et personnel, on y travaille à temps plein. Et puis moi, j'ai un patient à la maison, donc toute la journée, tout le week-end, les vacances, on est sans arrêt focus sur et si on faisait ci, ou si on faisait ça, si on développait tel travail, tels travaux de recherche, etc. Vous arrivez à garder la tête froide quand même ? Il faut que je garde la tête froide, j'ai pas le choix, parce que demain, quand on va aller voir des investisseurs, on est déjà allé faire une première levée de fonds, on a prévu de faire de prochaines levées de fonds, bien évidemment. Pour aller voir des investisseurs et des levées de fonds, faut pas être dans le pathos. Il faut vraiment être dans l'opérationnel, dans le financier, dans la gestion de projet, etc. Donc oui, tout à fait. En discutant ensemble, pour préparer cette émission, on cherchait ensemble qui pouvait être votre déclic. On a trouvé une personne qui vous a guidé un peu dans les arcanes du développement des médicaments, en particulier des médicaments pour les maladies rares, voire orphelines. Et je vous propose d'appeler cette personne tout de suite. Avec plaisir. Bonjour à vous. Oui, allô, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez vous présenter en un mot, monsieur ? Bonjour, je m'appelle Jean-Philippe Panoro, donc je suis scientifique. Je dirige actuellement une société de biotechnologie qui s'appelle Medecia, spécialisée dans les maladies rares. Comment avez-vous rencontré Xenia et pourquoi vous a-t-elle choisi vous comme déclic ? Alors, on s'est rencontrés il y a à peu près 5 ans. Je connaissais Xenia par l'intermédiaire de mon épouse, donc elles appartiennent à un même cercle d'amis. Oui. On avait déjà été sensibilisés par l'aventure de Xenia par rapport à son fils et par rapport à la maladie de son fils. Et assez rapidement, je pense que Xenia a eu connaissance du fait que je travaille dans le secteur des maladies rares et donc je pense qu'on s'est rencontrés peut-être pour échanger sur des perspectives de recherche possibles pour la maladie de son fils. Oui, vous êtes ce qu'on n'a pas dit encore tout à fait, c'est que vous êtes un spécialiste des maladies rares, vous avez développé des médicaments dans les maladies rares et orphelines et à ce titre-là, la rencontre était un peu je vais pas dire c'est miraculeux, mais enfin c'est une vraie chance de vous avoir de s'être rencontrés.
C'est vrai que quand on a, après 10 minutes d'échange, on s'est rendu compte l'un et l'autre qu'il y avait une sorte d'alignement de planète. Parce que c'est vrai que ça fait peut-être 25-30 ans que je fais de la recherche dans les maladies rares. J'ai commencé sur la mucoviscidose. Et j'avais assez peu de connaissances sur la pathologie du ondine. C'est une pathologie qu'on avait pourtant examinée dans d'autres expériences professionnelles en tant que projet. Et puis, c'est vrai que la motivation de Xenia et la force aussi pour déplacer, je dirais, les montagnes, on le sentait tout de suite, nous a un petit peu encouragé en tout cas à aller plus loin dans la discussion et puis être assez confiant dans ce qui pourra arriver après. C'est ça qui a fait que vous l'avez entre guillemets suivi dans ce projet-là, c'est cette force de conviction. Absolument, c'est que elle incarne, je pense, plusieurs choses. La première, c'est que une force, je dirais, de détermination pour résoudre thérapeutiquement cette pathologie. Aussi une très bonne connaissance de la maladie. Elle était présidente en fait de l'association Ondine. Donc à ce titre-là, elle a une connaissance en profondeur en fait de la vie des patients et ce qu'il faut améliorer pour ces patients. Et puis aussi un fort leadership, et ça c'est important lorsqu'on veut créer une société parce que il faut savoir convaincre, parce que c'est des sujets difficiles. Et je pense qu'elle incarnait ces trois piliers et ça donnait envie finalement de suivre cet élan. Effectivement, peut-être le volet scientifique était un peu moins présent au départ et pour donner un petit coup de pouce, voilà, je me suis facilement laissé convaincre, voilà. Xenia, vous rappelez cette conversation, le moment où vous êtes rencontrés, est-ce que ça a changé après aussi dans le développement de votre projet ? Oui, alors moi je me souviens parfaitement bien du premier jour où j'ai pu rencontrer Jean-Philippe. C'était en bas de l'hôpital Necker, on s'était donné rendez-vous pour déjeuner et je reprends les termes employés à l'instant par Jean-Philippe qui m'a dit ce jour-là: Xenia, je pense qu'il y a un alignement de planètes sur le syndrome d'Ondine et je pense qu'il y a vraiment des choses à faire. Et moi j'avais déjà envie de faire des choses, mais comme je le disais en introduction et comme l'a répété Jean-Philippe, je ne suis pas une scientifique, donc j'avais besoin de m'entourer de personnes compétentes et de personnes qui me disent aussi de façon rassurante: oui, c'est possible, on peut y arriver. Et je pense que la rencontre avec Jean-Philippe a été totalement décisive parce que il a su me convaincre que au niveau de la science il y avait vraiment des choses à faire, il y avait une histoire à écrire. Et puis j'ai envie de rajouter qu'il y a aussi un fit au niveau personnel, c'est-à-dire que dans notre façon de voir les choses, on était nous aussi, on travaillait de façon, on était synergiques. Donc je pense que ça a été, pour moi ça a été une magnifique rencontre et en tout cas, et Jean-Philippe le sait très bien, c'est grâce à lui aujourd'hui que les choses avancent, que les choses en sont là où elles sont, et qu'on a des vraies perspectives. Jean-Philippe, c'est une question que je destine plutôt à vous. La société de Xenia, son parcours, c'est un parcours qui est très personnel, voire intime, c'est le combat d'une vie, d'une mère. Est-ce que c'est parfois pas difficile de convertir ça en marché ? Parce que c'est aussi un marché, c'est aussi une société qui doit finalement fonctionner pour ensuite aller convertir ses chances en des médicaments après un temps long, après des possibilités d'échec malheureusement. Cette rationalisation, elle est importante quand on entame ce genre de parcours. Ah oui, absolument, c'est décisif. Le domaine des maladies rares, c'est un domaine qui est très particulier en termes de marché, évidemment, puisque le nombre de patients est très faible. Par contre, le revers positif, c'est que dans ce secteur, il n'y a pas de place pour des médicaments qui apportent finalement peu de choses. Il y a de la place pour des médicaments qui sont transformatifs. Donc c'est vrai que cette exigence de rareté, qui peut être compensée par exemple par un prix du médicament élevé, doit nécessairement s'accompagner d'un effet transformatif pour le patient. Et finalement, c'est une chose qui peut être vue de manière positive parce que c'est une obligation de réussite, je dirais très forte, presque totale sur l'activité du médicament, et ça encourage finalement à se surpasser même dans les perspectives thérapeutiques. Donc c'est une difficulté parfois, mais je pense aussi que ça peut être vu comme un moteur et un ressort supplémentaire pour dépasser ce qu'on peut tous espérer pour ces patients. Xenia, Jean-Philippe, dans combien de temps vous aurez une idée de la suite, de si ça marche, d'une sortie, d'une mise sur le marché, voilà, je sais pas quel est le bon terme à employer.
Alors c'est compliqué comme question. Moi j'ai envie de répondre, je vais pas faire une réponse très claire, mais déjà j'ai envie de répondre le plus vite possible. Donc il y a quand même une urgence thérapeutique chez ces patients qui vivent avec un risque vital permanent. Il y a des décès tous les ans. Donc la question c'est le plus vite possible. Donner une date c'est très compliqué parce que on est encore très amont, très early dans le développement, et puis donner une date souvent ça donne des espoirs aux patients, et derrière si on respecte pas la date en question, il y a beaucoup de déceptions chez les patients. Donc vous donner une date précise c'est compliqué. Ce que j'ai envie de dire quand même, c'est que je vais prendre mon exemple très personnel. Mon fils aujourd'hui il a 7 ans. Aujourd'hui, il est sous surveillance permanente de la part d'une tierce personne. Donc aujourd'hui, pour être clair, il y a 3 personnes qui peuvent le prendre en charge. Mon mari, son AVS à l'école, sa nounou et moi. La grosse problématique pour nous, c'est le jour où il va prendre son indépendance, où il va vouloir aller sortir avec des copains, sortir le soir, partir en week-end, faire du camping, etc. Donc moi, la timeline que je me fixe un peu, c'est de me dire, il faut que le jour où lui prenne son indépendance, c'est un petit peu égoïste, mais le jour où lui prend son indépendance, il faut qu'on ait quelque chose, même si possible avant. La question, c'est le plus vite possible. En tout cas, c'est pas dans 15 ans ou 20 ans, c'est avant. C'est 5 ans, 6 ans, 10 ans 5 peut-être. 5 ans, on va dire quelque chose comme 5 ans. Merci beaucoup Xenia, merci beaucoup Jean-Philippe. Merci Laurent. De nous avoir confié votre parcours, vos témoignages particuliers, moi qui m'a particulièrement interpellé. C'est aussi pour ça que je voulais finir cette saison du Déclic Deep Tech avec vous, avec Xenia, avec Jean-Philippe. Merci de nous avoir écoutés. Merci à tous et à très bientôt. Ce podcast a été réalisé par The Meta News en partenariat avec BPI France dans les studios de Chez Jean Productions. À très bientôt pour un nouvel épisode. Si vous nous aimez, notez-nous sur votre plateforme d'écoute préférée.